Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission Les Échos de la finance. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet colossal, énorme. On pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais il va falloir quand même concentrer tout cela de façon à rendre les choses claires. Il s'agit des impôts, de la fiscalité en général. Et quand on y pense un petit peu, quand on gratte la surface, on se rend compte que une mauvaise imposition ou une imposition des mauvaises personnes, des mauvais taux d'imposition peuvent être à l'origine d'un grand déséquilibre social. On a reproché, c'est l'actualité aujourd'hui, on a reproché au président français Emmanuel Macron d'avoir favorisé les 1% des Français les plus riches. Leur fortune a décuplé, en effet. Enfin, peut-être pas décuplé, peut-être pas multiplié par 10, mais en tous les cas, ça a pris beaucoup. On lui a reproché de ne pas avoir suffisamment taxé les riches. Le président Biden, il y a quelques jours, dans son adresse à la nation, a dit et répété en plusieurs fois, en parlant des Américains les plus riches, les milliardaires les plus riches, « They have to pay their fair share ». Il faut qu'ils payent ce qui est juste, ce qui est équitable. Et apparemment, il a l'intention de les taxer. Tout ça, c'est de la fiscalité. Et nous allons rentrer un peu dans le détail, toujours avec notre ami William Savary. Bonsoir William, bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Mais avant d'attaquer les impôts, je crois que vous avez à faire un petit point qui est une réponse à une question qui a été posée sur notre site. La question qui a été posée est la suivante. Pourquoi la USAID ne s'implique pas dans la production du riz dans le pays pour permettre à ce qu'on puisse connaître un essor de la production, une augmentation de la production et diminuer l'importation de riz vers des États-Unis. Maintenant, pour répondre à la question, il faut dire carrément aux gens que la USAID n'est pas en Haïti pour augmenter la production du riz. La USAID est une agence américaine qui est là et qui vient en appui aux décisions régaliennes. Donc, les décisions régaliennes peuvent être, par exemple, l'éducation, la santé, les infrastructures, mais la USAID n'est pas là pour apporter une solution qui revêt de la décision de la souveraineté de la République. D'accord. Donc, et aussi, le fait que la USAID soit là pour développer les intérêts de la petite et moyenne entreprise américaine, pas haïtienne. Donc, toutes les fois vous augmentez la production du riz chez vous, aujourd'hui, nous achetons 400 millions de dollars de riz des États-Unis. Exact. Si vous augmentez la production de riz chez vous de 100 millions, ça veut dire que vous allez acheter 300 millions. Ce qui causerait une perte pour les petites et moyennes entreprises en d'autres de chez eux. USAID n'a aucun intérêt à développer la filière riz en Haïti. Bon. Ce serait contre les intérêts américains. Bon, écoutez, mais ils ne le diront jamais de cette façon. Non, évidemment. Donc, okay, ça... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, mais par contre, ce que je dis, et je ne cesserai jamais de le répéter, il y a moyen, malgré qu'on soit des importateurs nets de riz américain, de augmenter la production, mais l'augmentation additionnelle que nous aurons pu faire pourrait être déversée et vendue sur le marché américain. Donc là, il y a ces gagnants-gagnants. Nous acceptons leur politique d'encourager la production, d'encourager le salaire minimum, d'encourager tout ce qu'ils veulent pour faciliter le commerce des petites et moyennes entreprises américaines. Et en contrepartie, on négocie pour obtenir l'accès sur le marché américain de notre production de riz. Donc là, tout le monde est gagnant. Laquelle serait une production bio. Bon, oui, ce qui ferait la qualité. La qualité, oui, bien sûr. Maintenant la concurrence. Un bon Madame Gougous. Voilà. Oui. Donc c'est vraiment pour conclure, donc, pour répondre à la question, sans émotion, sans parti pris, et pour être très clair. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne les impôts que vous aviez mentionnés et qui représentent notre sujet d'aujourd'hui, il faut d'abord au préalable dire que les impôts ont ce qu'on appelle
ont des attributs redistributifs. C'est à travers les impôts, par exemple, où les gens souhaitent. Par exemple, il y a le gars Thomas Piketty en France, oui. il y a aux États-Unis oui. les gars de la New Monetary Theory, qui pensent qu'à travers l'impôt, ils peuvent réduire les inégalités économiques et permettre, à travers des actions redistributives, permettre à ce que l'accès au capital puisse être fourni, ou bien que l'État s'implique dans la création de fortune, dans la croissance économique, et permettre à ce que les gens qui sont les plus défavorisés puissent avoir un aller mieux. Hein. Depuis des décennies et des décennies, c'est la politique qui est menée par les grands pays du nord de l'Europe, la Suède, la Finlande, tout ça. Les impôts sont vraiment énormes. Il arrive que quelqu'un paye 70-80% de ses revenus en impôts, mais, comme vous dites, il y a une redistribution qui se fait et où chacun, finalement, avec médecine gratuite, infrastructure, tout ça, l'État est là pour sécurité sociale. Absolument. L'État est là pour redistribuer. Ouais. Oui. Niveler le standard de vie. Maintenant, si vous voulez, à la moyenne, niveler le standard de vie. Maintenant, si par exemple, vous pouvez gagner davantage et augmenter votre standard de vie, c'est votre affaire. Mais en général, il y a ce qu'on appelle le minimum universel. C'est le minimum universel qui permet à tout un chacun de vivre dans la dignité. Qui peut avoir son revers de médaille. Je me souviens d'un ami médecin qui avait fait sa médecine en Haïti, qui avait fait plusieurs spécialités en France et qui était fasciné par la Suède. Et un jour, il me dit, je vais aller m'installer en Suède. Je ne sais pas, j'admire ce pays, j'admire leur esprit. Donc il a commencé à se renseigner. Mais quand il s'est rendu compte que lui, médecin, avec une triple spécialité, donc, je ne sais pas, 19, 20 ans d'études. Ne gagnait pas plus qu'un taxi. Ne gagnait pas plus que le policier qui faisait la circulation au coin de la rue. Je dis, ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais au moins là, c'est... Donc, il n'est jamais parti en Suède, le pauvre. Donc, mais vraiment, c'est vraiment ça la fonction maintenant. Oui. Ça dépend du modèle de l'État. Parce que nous avions parlé une fois du modèle d'État qui pourrait être appliqué. Donc, tout ceci rentre dans une réflexion stratégique, la création d'un écosystème qui permette à ce que tout un chacun puisse vivre dans la dignité. Maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse maintenant sur les impôts? C'est pas l'effet redistributif. Ça, c'est acquis, c'est connu, etc. Ce qui m'intéresse, c'est de dire des choses qui ne sont pas dites. Et c'est ce que nous faisons dans les impôts de la finance. Très souvent, oui. Et une des choses que je voudrais mettre sur le tapis et pousser les gens à y réfléchir, c'est la notion de tax treaty, un accord sur les impôts. Un accord sur les impôts entre Haïti et les pays, ou le pays qui a le plus d'immigration haïtienne, donc les États-Unis. Et un tax treaty, ce que ça pourrait, d'ailleurs, c'est autorisé aux États-Unis dans l'une des publications du Code de l'Internal Revenue Service, qui est l'équivalent de la DGI en Haïti, permettrait à Haïti d'imposer les citoyens haïtiens qui vivent aux États-Unis. Et en même temps, permettrait, parce que les États-Unis, aujourd'hui, peuvent imposer les citoyens américains qui travaillent en Haïti. Là, oui, mais attendez, mais là, ce ne serait pas une double imposition. Non, parce que l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Voilà. L'un ou l'autre. Maintenant, ce qui pourrait permettre à Haïti d'avoir une assiette fiscale beaucoup plus large. Parce que si vous prenez, par exemple, nous recevons 2,5 milliards d'impôts de virements en Haïti. Absolument. Donc, ça veut dire que potentiellement, le revenu des Haïtiens qui sont à l'extérieur est de là de 15 milliards. 15 à 20 milliards. Donc, si Haïti pourrait imposer ces 15 à 20 milliards, ça pourrait résoudre tous les problèmes fiscaux, tous les problèmes de financement que nous avons. Oui, mais alors, attendez, j'essaie de bien comprendre. Donc, Haïti serait autorisé à imposer les Haïtiens de la diaspora vivant aux États-Unis sur la base de ce qu'ils gagnent aux États-Unis. Absolument. Maintenant, il faudrait s'entendre sur les taux d'imposition. Non, maintenant, ou quoi? C'est un petit peu beaucoup plus complexe. Parce que, premièrement, maintenant, parce qu'il faut d'abord prendre aussi le côté américain. Oui. Parce que là, nous savons qu'aux États-Unis,
il y a cette possibilité, c'est vraiment exercer un pouvoir extra-juridictionnel. Hein. Deuxième, la portion aux États-Unis, les Américains qui travaillent en Haïti, les États-Unis leur accordent jusqu'à leur permettent de gagner jusqu'à $109 000 aujourd'hui, sans avoir exempté d'impôts. Oui. Maintenant, Haïti pourrait, dans l'accord, dans le traité qui existerait, proposer à ce que les gens, une imposition puisse avoir lieu sur le montant qui est exempté aux États-Unis. Hein? Donc, maintenant, tout ceci rentre dans une discussion. Maintenant, on parle maintenant des revenus. Hein, ce sont les salaires. Oui. Maintenant, il faut souligner qu'il y a divers types de gains. Parce que là, il y a les salaires, il y a les intérêts sur les dépôts à la banque, il y a les dividendes qui sont payés sur les investissements. Il y a le gain sur le capital qui est investi dans les propriétés, dans les titres, etc. Et il y a les gains sur le patrimoine. Donc, il y a les impôts qui sont dus sur le patrimoine. Donc, il y a diverses catégories de revenus qui existent et dans un code fiscal. Maintenant, si vous êtes en train de négocier un accord fiscal, donc il va falloir déterminer d'une part quels sont les revenus qui feront partie de cet accord fiscal. Hein? Bon, tout ça est très beau, William, très beau et surtout très complexe, comme vous l'avez dit. Mais honnêtement, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par balayer devant notre porte et s'occuper des impôts tels qu'ils sont perçus, ou plutôt tels qu'ils ne sont pas perçus ici en Haïti? Maintenant, vous savez, l'imposition, c'est très complexe. Bien sûr, c'est très complexe, mais il y a des grossièretés qui passent un peu difficiles à avaler. En général, je prends la situation comme elle est. Et je pense qu'il serait beaucoup plus facile d'imposer les gars qui sont à l'extérieur que ceux-là qui sont à l'intérieur. Vous voulez dire quoi? Si vous en preniez à ce qui se passe ici en Haïti, il y a mourir dans le film là, c'est ça? Non. Ce qui veut dire que ça permettrait aux autorités de la fiscalité d'avoir les revenus nécessaires qui les permettraient de peut-être même de réduire l'imposition localement, parce que l'assiette fiscale devient beaucoup plus large, et maintenant permettre à ce que tous les gens puissent avoir un taux d'imposition que tout le monde peut payer sans avoir à magouiller l'État. Parce que, vous savez, une grande partie des entreprises de ce pays, magouiller l'État fait partie de leur activité pour augmenter leur rentabilité. Absolument. Hein? Absolument. À commencer par la double comptabilité. Oui. Donc, et tout ceci, c'est dans l'espoir, une fois que l'assiette fiscale soit élargie, on peut peut-être maintenant commencer à réfléchir comment éliminer comment rentrer tout le monde dans le fold, parce que tout le monde paye beaucoup moins, mais la masse du capital, des revenus qui seraient sujets à l'imposition est beaucoup plus importante, donc qui pourrait peut-être compenser pour là où il y a les réductions d'impôts, l'élimination des tax-free zones, l'élimination des franchises, tout ça. Mais avoir un système fiscal, un régime fiscal qui pourrait permettre à ce que l'État puisse avoir les revenus nécessaires pour faire ses frais et faire fonctionner le pays et financer et développer ce qu'il veut. Oui, tout ça est bien beau dans l'idéal et tous les pays ont des problèmes de fraudeurs. Ce n'est pas une spécialité haïtienne. Nous sommes peut-être quand même un petit peu champions dans ce domaine, mais tous les pays connaissent des problèmes de fraude fiscale. On l'a vu encore très récemment, et c'est pas terminé avec le président Trump. Il y a des tas de procureurs qui sont après lui pour fraude fiscale en particulier. Est-ce que c'est plus politique, économique? Écoutez, là, il faut dire... on ne le saura sans doute jamais. Non, mais il faut dire qu'aux États-Unis, les impositions, le code fiscal est tel que il permet à ce que les gens puissent faire usage de loopholes. Donc, maintenant, si quelqu'un exploite les loopholes qui existent dans le système, de même qu'en Haïti,
Nous avons un lot extraordinaire en Haïti. Une entreprise qui bénéficie, par exemple, de l'exemption fiscale pour 10 ans, au niveau du code d'investissement. Sur la 9e année, le propriétaire de l'entreprise élimine l'entreprise et crée une autre entreprise en se servant de la même infrastructure de l'ancienne. C'est ça. Et donc, il en reprend pour 10 ans. Il en reprend pour 10 ans. Donc, c'est bon, oui. Vous comprenez? Oui, donc, bien vraiment, sûr. Bien sûr. C'est ça, c'est un abus du système. Oui, tout à fait. Maintenant, il faut additionner deux. Il y a pour élaborer un petit peu plus sur ce que je viens de dire à propos de l'imposition. Il y a des tests qui peuvent être administrés. Par exemple, il y a des tests sur le niveau de revenu. Parce que vous aviez mentionné un petit peu plus tôt, est-ce que c'est sur la masse monétaire, la masse de la salariale? Oui, la masse salariale, mais pas à 100%. Parce qu'il y a un niveau. Est-ce que c'est 20% des salaires qui seront imposés? Est-ce que c'est 10%? Quel serait le taux de l'imposition? C'est ça. Okay? Et ceci pourrait varier en fonction de la résidence. Donc, il y a vraiment tout un mécanisme, toute une réflexion vraiment à faire pour que ceci puisse se réaliser. Maintenant, il faut dire que dans la région, ce que je propose a déjà été fait ou est en vigueur actuellement. Il y a un traité fiscal, c'est ça? Oui. Un traité fiscal qui existe entre la Jamaïque et les États-Unis. Donc, il faut dire que ce traité entre la Jamaïque et les États-Unis, c'est un traité qui d'abord a vu le jour avec les Anglais qui possédaient la Jamaïque, avec l'indépendance jamaïcaine. Les Jamaïcains l'ont héritier. Bon, il y a de même pour la Trinidad et Tobago. Le Venezuela a un traité fiscal avec les États-Unis. La Russie qui est en guerre avec... il y a eu la guerre idéologique entre les États-Unis et la Russie aujourd'hui, mais il y a un traité fiscal entre la Russie et les États-Unis. Ah bon? Ouais. Donc, vous comprenez? Donc, il y a vraiment... D'accord. On n'est pas là en train d'inventer la roue. Ce sont des choses qui existent et qu'on pourrait, le cas échéant, appliquer à la réalité haïtienne. Bon, ben écoutez... Mais il y a aussi... les États-Unis ont toute une blueprint. Comment on dit blueprint en français? Ça ne me revient pas. Mais un exemple? Des modèles? Des modèles de traités qui peuvent être explorés et ajustés selon le besoin. C'est ça. Donc, c'est pas nouveau. C'est pas la rocket science. C'est ça, oui. D'accord. Eh bien, merci William, merci d'avoir ouvert la porte sur ce monde extrêmement complexe qu'est celui des impôts et peut-être de nous avoir fait un peu rêver avec cette possibilité de signer un accord avec les États-Unis qui permettrait aux autorités locales d'augmenter leurs revenus en taxant les ressortissants haïtiens, lesquels ressortissants haïtiens de la diaspora qui paierait donc aux autorités haïtiennes locales au lieu de payer aux autorités américaines. Parce qu'on ne va pas leur faire payer deux fois. Non. Ce qui arrive, une fois aux États-Unis et une fois ici. Normalement, ce n'est pas légal de taxer une personne, d'avoir deux juridictions. C'est ça, la double imposition. Mais maintenant, ce qui arrive, il existe ce qu'on appelle un crédit fiscal. Les taxes qui sont payées au gouvernement haïtien pourraient représenter un crédit fiscal pour les gars qui sont aux États-Unis. Donc, un crédit serait déductible d'impôt aux États-Unis. Donc, c'est vraiment intéressant, une façon de le faire. Donc, ainsi, si on parvient à avoir un arrangement pareil, on n'aura plus besoin de recevoir un appui fiscal pour le budget haïtien des États-Unis ou de n'importe qui. Bon, eh bien, à bon entendeur, salut, messieurs, commencez à réfléchir à cette possibilité, employer les experts qu'il faut, et puis mettons ça sur la table. C'est sur la table. Merci William, merci, à très bientôt. Voilà, c'était le énième numéro de Les Échos de la Finance. Nous avons effleuré cette question de fiscalité qui est tellement complexe et nous avons en partie répondu à la question d'un de nos téléspectateurs sur USAID. Merci et bon week-end.